la traîne hors de la chambre de l'empereur à l'aube. Elle ne marche pas. 2 serviteurs la tiennent par les bras et la traînent sur le sol de marbre, où ses pieds effleurent à peine la surface froide. Ses yeux restent ouverts, mais il ne regarde plus rien. Il n'y a ni rage, ni larmes, ni supplication. Juste une immobilité qui n'appartient pas à une fille de 14 ans. Il y a 3 jours, cette même jeune fille riait dans la pièce voisine de la tienne. Il y a 3 jours, elle était encore quelqu'un. Une servante te voit t'observer. Elle s'approche vite, te prend par l'avant-bras et te pousse de nouveau dans ta chambre. Sa voix est basse, presque un murmure qui brûle plus qu'un cri. Ne regarde pas, ne regarde jamais. Et quand ils viendront te chercher, ne résiste pas. Rome, en 39 après Jésus-Christ. Toi aussi, tu as 14 ans. Tu es enfermé depuis 6 jours dans un lieu qu'ils appellent le Jardin de Vénus. Et tu viens de comprendre ce qui se passe quand une porte s'ouvre la nuit. Ton père a dit que c'était un honneur. Ta mère a pleuré quand tu es monté dans le carrosse, mais elle l'a fait en silence. Les voisins regardaient avec un mélange d'envie et de fierté, tandis que tu t'avançais vers le palais. Personne n'a parlé de danger. Personne n'a prononcé la vérité. Personne ne t'a dit que l'homme le plus puissant du monde avait transformé les jeunes corps en une liste, en noms gravés sur des tablettes, en chiffres que l'on révise et que l'on raye, avec la même froideur que celle avec laquelle on contrôle le grain ou l'or de l'Empire. Quand elles reviennent, si elles reviennent, elles ne sont plus les mêmes. C'est la première chose que tu apprends ici. Ce n'est pas la peur qui transforme les jeunes filles, mais quelque chose de plus profond. Une absence. Comme si une partie essentielle avait été arrachée et laissée derrière dans une chambre dont personne n'ose prononcer le nom. Ce qui est vraiment terrifiant, ce n'est pas ce qui se passe derrière ces portes closes, c'est que tout le monde le sait. Les gardes, les fonctionnaires, les parents qui ont livré leurs filles à l'entrée du palais, tous comprennent et tous se taisent. Ceci est l'histoire de ce qui s'est passé sous le règne de Caligula. Mais avant de comprendre le jardin de Vénus, avant de saisir comment un lieu peut ressembler à un paradis et fonctionner comme une cage, il est nécessaire de comprendre quelque chose de plus troublant. Comment un être humain en vient à croire qu'il peut tout faire? Car Caligula n'est pas né monstre. Il a été construit, façonné, fabriqué lentement par le pouvoir, la perte et l'absence absolue de limites. Rome ne s'est pas réveillée un matin gouvernée par la cruauté. Elle l'a accepté pas à pas. D'abord comme une rumeur, puis comme une gêne, ensuite comme un secret qu'il était plus sûr de ne pas mentionner. C'est ainsi que fonctionnent les machines du silence. Elles n'ont pas besoin de cris ni de violence visible. Elles ont juste besoin que suffisamment de personnes décident que regarder est trop dangereux. Pendant que tu attends dans ta chambre, entouré de tissus doux et de parfums sucrés qui donnent le vertige, tu comprends la dernière leçon du jardin. La peur ne se présente pas toujours comme l'obscurité et les chaînes. Parfois, elle se déguise en luxe, en privilège, en honneur. Et quand tu reconnais enfin ce déguisement, il est déjà trop tard pour t'échapper. Bien avant l'existence du jardin de Vénus, avant que les couloirs du palais ne se remplissent de portes closes et de silences forcés, il y a eu un enfant. Un petit garçon qui courait entre les tentes militaires, riant, vêtu d'une version minuscule de l'armure romaine. Les soldats le prenaient dans leurs bras, le célébraient, l'appelaient Caligula, petite botte, à cause des chaussures qu'il portait comme un jeu. Pour eux, c'était un présage de victoire. Pour Rome, c'était le fils de l'homme le plus admiré de son temps. Germanicus n'était pas seulement un général, c'était un symbole. Il représentait ce que Rome voulait croire d'elle-même, l'honneur, la discipline, la gloire partagée. Et l'enfant qui le suivait à travers les camps grandit en croyant que le monde était un endroit sûr tant qu'existait la protection de ce nom. Mais cette illusion dura peu, trop peu. Quand Caligula avait à peine 8 ans, son père mourut subitement. La version officielle parla d'une maladie. La version qui circulait en chuchotis disait autre chose. À Rome, les rumeurs ne naissent pas par accident. Elles naissent parce que la vérité ne peut être dite à voix haute. L'enfant apprit cette leçon tôt. Il apprit que la réalité ne coïncidait pas toujours avec ce qu'il était permis d'affirmer. Ensuite vint la chute de sa famille, pièce après pièce, comme si quelqu'un effaçait méticuleusement une lignée entière. Sa mère fut écartée du centre du pouvoir, accusée de trahison, condamnée à disparaître loin des regards.
Ses frères aînés connurent des destins similaires, éloignés, réduits au silence, réduits à des noms qui ne devaient plus être prononcés. Caligula observa tout. Il ne put rien faire. Et surtout, il comprit quelque chose d'essentiel. Survivre signifiait ne pas réagir. Contrairement à d'autres enfants marqués par la perte, Caligula ne trouva pas refuge dans le deuil. Il trouva refuge dans l'adaptation. Il apprit à contrôler son visage, à mesurer chaque geste, à ne pas laisser transparaître la douleur. Dans un environnement où une émotion mal exprimée pouvait être interprétée comme une menace, la neutralité devint une forme de défense. Ne pas pleurer, c'était survivre. Ne pas demander, c'était vivre un jour de plus. À 19 ans, Caligula était le dernier de sa famille, le seul à avoir réussi à rester debout alors que tout s'effondrait autour de lui. Alors l'appel arriva. L'empereur Tibère voulait le voir à Capri, non pas comme un invité, mais comme un otage silencieux. Tous savaient que Tibère avait été responsable de la destruction de sa famille. Caligula le savait aussi, et pourtant, il s'y rendit. Ce voyage ne fut pas un honneur, ce fut une leçon finale. Caligula entra dans le monde du pouvoir absolu, non pas comme un dirigeant, mais comme un témoin. Un témoin obligé de sourire, d'obéir, d'observer sans intervenir. À Capri, il comprit que la cruauté ne crie pas toujours. Parfois, elle s'organise, elle s'administre, elle se normalise. Et le jeune homme apprit quelque chose d'encore plus dangereux. Celui qui survit au sein de ce système finit par le comprendre trop bien. Capri n'était pas seulement une île. C'était une frontière invisible entre ce que Rome prétendait être et ce qu'elle était réellement quand personne n'observait. Loin du Sénat, loin du peuple, loin de toute limite morale, l'empereur Tibère avait transformé ce lieu en un espace où la volonté impériale ne rencontrait aucune résistance. Là, il n'y avait pas de scandale, car il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de honte, car personne n'avait de comptes à rendre. Lorsque le jeune Caligula arriva à Capri, il comprit immédiatement qu'il était entré dans un monde différent. Non pas un refuge, mais une école silencieuse où le pouvoir s'exerçait sans déguisement. Les sources antiques décrivent l'île comme un lieu enveloppé de rumeurs, un endroit où la peur n'avait pas besoin d'être annoncée. Il suffisait de respirer l'air pour comprendre que tout était permis, pourvu que cela vienne d'en haut. Caligula savait qu'il était entouré de ceux qui avaient détruit sa famille. Il savait que le moindre geste, le moindre regard déplacé, pouvait le transformer en le prochain nom effacé. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il observa. Il écouta. Il apprit. Pendant des années, il devint une ombre parfaite, quelqu'un de présent mais d'invisible. Son talent ne fut pas la rébellion, mais la patience. Les historiens antiques ont écrit une phrase qui glace le sang par sa précision. Il n'y eut jamais de serviteur plus obéissant, ni de maître plus cruel. À Capri, Caligula apprit comment briser une personne sans la toucher. Comment l'isolement, l'incertitude et l'humiliation constante peuvent détruire plus que n'importe quelle punition visible. Il apprit que le vrai pouvoir n'a pas besoin de démontrer sa force. Il a seulement besoin de convaincre les autres qu'il n'existe pas d'alternative. Tibère gouvernait depuis sa retraite, entouré de peur et de silence. Personne ne le défiait. Personne ne le corrigeait. Et ce vide moral fut le terrain où Caligula acheva sa formation. Il vit comment les hommes les plus influents de Rome s'inclinaient, comment ils justifiaient l'injustifiable pour conserver leur position. Il vit comment l'horreur devenait routine lorsqu'elle se répétait assez longtemps. Ici, quelque chose de fondamental se produit. Caligula n'a pas seulement survécu à Capri, il s'est adapté. Il a intériorisé les règles non écrites du pouvoir absolu. Il a compris que l'impunité ne naît pas du chaos, mais de la distance. Loin du peuple, loin des lois, loin du regard public, tout peut être réorganisé pour servir un seul désir. Quand Tibère mourut, officiellement de cause naturelle, Capri fut laissé derrière. Certains murmurèrent que Caligula avait accéléré cette fin. D'autres dirent qu'il n'avait rien fait. La vérité est sans importance. L'important est que l'apprenti quitta l'île devenue empereur. Il n'était plus l'enfant qui avait perdu sa famille. Il n'était pas non plus seulement une victime. Il était quelqu'un qui avait compris le mécanisme complet. Rome célébra son arrivée.
On vit en lui le fils du bien-aimé Germanicus. On crut que la souffrance l'avait rendu juste. On ne comprit pas qu'elle l'avait aussi rendu dangereux. Car Capri ne crée pas d'hommes compatissants. Elle crée des hommes qui savent exactement jusqu'où ils peuvent aller quand personne ne les arrête. Et cette fois, aucune île ne pouvait le contenir. Désormais, toute Rome était Capri. Quand Caligula entra dans Rome comme empereur, la ville crut se réveiller d'un cauchemar. Les rues se remplirent de célébrations, les temples d'offrandes, et le peuple prononça son nom avec soulagement. C'était le fils de Germanicus, l'héritier d'un souvenir aimé. Pour beaucoup, son avènement semblait une correction du destin, comme si l'Empire payait une vieille dette. Pendant les premiers mois, tout confirma cette espérance. Caligula libéra des prisonniers, restitua des propriétés confisquées, organisa des spectacles publics et distribua de l'argent à la population. Les sénateurs souriaient, les chroniqueurs parlaient d'une nouvelle ère, et Rome se persuada que l'horreur était derrière elle, enterrée avec Tibère. Le jeune empereur semblait proche, généreux, presque humain. Personne ne soupçonnait que ce n'était pas un début, mais un masque. Puis vint la maladie, une fièvre intense qui le maintint isolé pendant des semaines. Les récits anciens ne s'accordent pas sur ce qui s'est passé ces jours-là. Certains parlent de délire, d'autres de vision, d'aucuns insinuent un effondrement total du corps et de l'esprit. La seule certitude est que l'homme qui sortit de cette convalescence n'était plus le même que celui qui y était entré. Ce ne fut pas un changement immédiat, ni évident pour tous. Au début, ce furent beaux de petits gestes, des regards plus longs, des silences gênants, des décisions inexpliquées. Comme si quelque chose d'intérieur s'était fracturé, mais restait encore caché sous une surface intacte. Rome n'a pas su reconnaître le signe. Elle ne le fait jamais. La maladie n'a pas créé l'obscurité en Caligula. Elle a seulement brisé la dernière digue qui la contenait. Tout ce qu'il avait appris à Capri, tout ce qu'il avait gardé sous une obéissance forcée, trouva enfin un espace sans limite où se déployer. Le pouvoir absolu ne l'a pas corrompu. Il lui a donné la permission. C'est ici que commence la transformation la plus dangereuse. Caligula cessa de se voir comme un homme parmi les hommes. Il commença à se voir comme une force à part, détachée des normes communes. Quand personne ne peut te corriger, quand personne ne peut te dire non, la réalité se plie. Le monde devient une scène et les personnes des éléments remplaçables. Les fonctionnaires impériaux le remarquèrent avant le peuple. Les ordres devinrent plus spécifiques, plus froids. Des rapports étaient demandés sans explication apparente, des listes, des registres, des détails minutieux qui ne semblèrent pas urgents, mais insistaient. Quelque chose s'organisait. Non pas comme une impulsion, mais comme un plan. Rome continuait de célébrer. Les banquets se poursuivaient. Les monnaies à l'effigie de l'empereur circulaient dans tout l'Empire. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir, une structure invisible se construisait. Une qui n'avait pas besoin de cris ni de châtiments publics. Une qui fonctionnerait grâce à l'obéissance automatique de ceux qui croyaient accomplir leur devoir. Caligula avait appris que la terreur la plus efficace n'est pas celle qui se montre, mais celle qui s'administre en silence. Et maintenant, avec l'Empire entier comme scène, il était prêt à mettre en pratique la leçon finale. Non pas comme un accès de folie, mais comme un système. Ce qui allait suivre n'aurait pas l'air de violence. Cela ressemblerait à de l'ordre, à une procédure, à la normalité. Et précisément pour cela, il serait impossible de l'arrêter à temps. Le changement ne fut pas accompagné d'annonces ni de décrets visibles. Il arriva enveloppé de paperasses, d'ordres scellés, de visites discrètes effectuées par des fonctionnaires vêtus comme toujours et parlant avec la même courtoisie habituelle. Personne n'interrompait, personne ne menaçait. Il posait simplement des questions. Âge, origine familiale, réputation, apparence. Des détails notés avec soin, comme s'il s'agissait d'affaires administratives sans importance. C'est ainsi que naquit la machine, non pas d'une impulsion, mais d'une organisation méticuleuse. Caligula n'agissait pas seul, il n'en avait pas besoin. Il avait appris à Capri que le vrai pouvoir s'exerce lorsque d'autres font le travail pour vous. Des fonctionnaires impériaux parcouraient les quartiers riches et modestes, porteurs de sceaux qui ouvraient toutes les portes. Les familles écoutaient, acquiesçaient, acceptaient. Personne ne voulait paraître ingrat face à ce qui était présenté comme un privilège exceptionnel.
Les noms étaient écrits sur des tablettes de cire. À côté de chaque nom, un âge, une brève description physique, une origine sociale. Il n'y avait aucune émotion dans ces listes, aucun jugement moral, seulement de l'ordre, seulement de la méthode. Le système ne demandait pas ce que ressentaient dans les personnes inscrites. Il vérifiait seulement si elles remplissaient les critères. L'humanité était réduite à une ligne dans un inventaire. Ce qui est troublant, ce n'est pas que ces listes aient existé. Ce qui est troublant, c'est qu'elles aient si bien fonctionné. Chaque fonctionnaire avait des objectifs clairs, des rapports à livrer, des résultats à démontrer. Ils mesuraient leur efficacité en chiffres. Combien de maisons visitées? Combien de noms enregistrés? Combien de candidates considérées adéquates? Personne ne parlait de conséquences. Personne ne parlait de destins finaux. Cela ne figurait pas dans les documents. C'est à ce point que l'histoire cesse de ne concerner que Caligula, car une seule personne ne peut maintenir un tel système pendant des années. Pour qu'il fonctionne, il a besoin de collaboration. Il a besoin que beaucoup fassent pour leur part sans s'arrêter pour penser à l'ensemble. La cruauté se dilue lorsqu'elle est répartie entre suffisamment de mains. Les parents ne se rebellèrent pas. Dans une société où l'honneur était tout, être convoqué par l'empereur était présenté comme une distinction. Certains se la disputaient. Ils habillaient leurs filles avec soin, coiffèrent leurs cheveux, leur parlèrent de devoir et de fierté, d'autres pleuraient en silence. Mais même ceux-là acceptaient, car refuser l'appel signifiait se marquer. Et à Rome, être désigné était plus dangereux qu'obéir. Ainsi, la machine avançait sans résistance visible, non pas parce que personne ne savait ce qui se passait, mais parce que chaque rouage trouvait une raison de continuer à tourner. Les fonctionnaires obéissaient aux ordres, les familles protégèrent leur position, les voisins regardaient ailleurs. Et l'empereur observait de loin, sûr que le système ferait le travail sans avoir besoin de se salir les mains. La terreur, lorsqu'elle est correctement organisée, n'a pas besoin de se montrer. Il suffit qu'elle semble inévitable. Il suffit qu'elle se présente comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Et c'est exactement ce que Caligula avait réussi à construire. Ils l'appelèrent le jardin de Vénus, un nom choisi avec soin. Il évoquait la beauté, l'harmonie, l'apprentissage. Il sonnait comme une musique douce, des fontaines et des fleurs, un lieu où rien de mal ne pouvait exister. Et c'était précisément sa fonction. Non pas cacher la vérité, mais la déformer. Transformer l'enfermement en privilège, la surveillance en attention, le contrôle en soin. Quand tu arrivais, tu ne voyais ni grille ni mur nus. Tu voyais des tissus délicats, des lits spacieux, des arômes doux qui imprégnaient l'air jusqu'à donner le vertige. Des serviteurs attentifs qui souriaient trop, qui satisfaisaient chaque demande, avant même qu'elle ne soit formulée. De la nourriture que beaucoup n'avaient jamais goûtée. Tout était conçu pour troubler, pour que l'esprit doute de son propre instinct d'alarme. Ce contraste était le premier coup. Le cerveau humain cherche la cohérence. Quand les sens disent « sécurité », mais que le corps ressent « danger », quelque chose commence à se briser. Tu ne savais pas si tu devais remercier ou craindre. Tu ne savais pas si tu étais honoré ou puni. Et cette incertitude constante épuisait plus que n'importe quelle menace directe. Les règles n'étaient pas écrites, mais on les apprenait vite. On ne pouvait pas sortir sans permission. On ne pouvait pas écrire à sa famille. Le temps devenait imprécis. Les jours perdaient leur nom. Personne n'expliquait rien. On attendait simplement. Parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines. L'attente devenait une présence lourde, occupant tout. La nuit, on entendait des pas dans le couloir. Ils s'arrêtaient devant une porte. Puis, ils continuaient. Chaque son s'enregistrait dans l'esprit. À l'aube, une chambre restait vide où une jeune fille revenait différente, plus silencieuse, plus distante, comme si une partie d'elle avait décidé de ne pas revenir. Personne ne demandait. Demander ne changeait rien. Les serviteurs observaient avec une attention calculée. Chaque geste était enregistré, chaque larme était notée. Si deux jeunes filles commençaient à trop se parler entre elles, si elles partagèrent du réconfort, elles étaient séparées. Transférées dans une autre aile, car l'isolement n'était pas une erreur du système, c'était une pièce centrale. Là où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de force. Là où il n'y a pas de force, il n'y a pas de résistance. Des décennies plus tard, la psychologie moderne donnerait un nom à ce processus. Quand une personne apprend qu'aucune action n'altère son destin, elle cesse d'essayer. Non par faiblesse, mais par survie mentale.
l'abandon émotionnel devient une défense. D'abord tu te bats, puis tu comprends que lutter ne sert à rien. Ensuite, tu t'éteins de l'intérieur. C'était le jardin de Vénus, non pas un lieu de châtiment visible, mais un laboratoire silencieux où la volonté se défaisait peu à peu. Il n'était pas nécessaire de briser les corps. Il suffisait de désorganiser la perception, de transformer l'attente en norme et l'incertitude en routine. Quand finalement l'appel arrivait, beaucoup étaient déjà résignés. Et c'était le véritable objectif. Le système ne cherchait pas la résistance. Il cherchait l'acceptation. Il cherchait à transformer les personnes en nombres obéissantes avant même de leur exiger quoi que ce soit. De l'extérieur, Rome continuait de fonctionner. Les marchés ouvraient, les temples recevaient des offrandes. Personne ne voyait ce qui se passait derrière ces murs parfumés. Et ainsi, le jardin continuait de fleurir, alimenté non par la violence ouverte, mais par le silence soigneusement cultivé. Le jardin de Vénus n'était pas le seul théâtre où le pouvoir s'exerçait sans opposition. Tandis que les jeunes filles attendaient dans des chambres parfumées, Rome continuait de célébrer des banquets impériaux qui semblaient tout confirmer. Stabilité, abondance, normalité. Les grandes salles de marbre se remplissaient de rires mesurés, de coupes levées, de conversations soigneusement vides. Là s'asseyaient les hommes les plus influents de l'Empire, convaincus que, tant qu'ils maintiendraient à leur contenance, l'ordre resterait intact. Mais ces rencontres n'étaient pas de simples célébrations. C'étaient des épreuves, des examens silencieux de loyauté. Caligula marchait entre les tables avec la tranquillité de celui qui sait que personne n'osera le contredire. Il observait, il choisissait. Il n'était pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit. Le message était clair, sans besoin de mots. Et ce qui était vraiment troublant, ce n'était pas le geste de l'empereur, mais la réaction de ceux qui en étaient le témoin. Les invités restaient assis, ils souriaient, ils continuèrent de manger, non pas parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais parce qu'ils le comprenaient trop bien. Ils savaient que toute objection, tout geste d'inconfort visible aurait des conséquences qui ne retomberaient pas seulement sur eux. Dans un tel système, la protection de la famille devient une chaîne invisible. Se taire semble une forme d'attention. Ici, la cruauté prend une autre forme. Elle ne s'impose pas seulement d'en haut, mais elle se répartit. Chaque personne présente apprend que son silence la rend participante. Qu'une fois qu'elle accepte l'inacceptable, elle ne peut plus le dénoncer sans s'exposer elle-même. La honte devient un outil politique. La complicité, une garantie de stabilité. Les sources antiques décrivent ces banquets comme des moments d'inconfort extrême déguisés en courtoisie. Conversations forcées, rires tardifs, regards qui évitent de se croiser. Personne ne veut être le premier à reconnaître que la limite a été franchie, car le faire signifierait admettre que tous l'ont permis. Et ainsi, la salle entière se transforme en une prison sans mur. Caligula comprenait cela mieux que quiconque. Il n'avait pas besoin de punir tout le monde. Il suffisait de les impliquer. Parfois, il offrait des faveurs qui étaient des pièges. Les accepter impliquait de franchir une ligne, les refuser, d'insulter l'empereur. Il n'y avait pas de bon choix. N'importe quel chemin menait à la perte de l'honneur ou de la sécurité. C'était l'essence du contrôle. Ce qui se brisait lors de ces banquets n'était pas seulement la dignité individuelle. C'était la possibilité même de résistance collective. Car quand tous se sentent coupables, personne ne peut élever la voix. Le système se maintient non par la peur d'une punition immédiate, mais par la peur d'être exposé aux autres. À la fin de la nuit, les invités rentraient chez eux. Ils embrassaient leurs enfants, se couchaient aux côtés de leurs épouses. Ils feignaient la normalité. Mais ils savaient que quelque chose avait changé pour toujours. Ils avaient été vus. Ils s'étaient tus. Et cette connaissance partagée était une forme de captivité aussi efficace que n'importe quelle chaîne. Ainsi fonctionnait l'Empire sous Caligula, non seulement par des ordres et des gardes, mais par la transformation de chaque témoin en complice. Une fois que suffisamment de personnes acceptent ce rôle, la machine n'a plus besoin de se défendre. Elle se protège seule. Toute machinerie, aussi parfaite qu'elle puisse paraître, commet des erreurs. Caligula, occupé à soumettre des sénateurs et à maintenir un système construit sur le silence, oublia quelque chose d'essentiel. Le pouvoir peut domestiquer ceux qui en dépendent, mais il ne contrôle pas toujours ceux qui vivent armés au sein de leur propre discipline. Parmi les hommes qui l'entouraient quotidiennement,
Il y en avait un qui n'appartenait pas au monde des excuses ni des négociations, un soldat. Il s'appelait Cassius Chaerea. Il n'était ni jeune ni ambitieux. Il avait servi Rome pendant des décennies et connaissait le poids de l'obéissance. Sa fonction était simple et dangereuse, être proche de l'empereur, le protéger, l'accompagner. Caligula trouva en lui une cible facile pour le mépris quotidien. Un trait physique suffit à le transformer en objet de moquerie constante, répétée, publique. Ce n'était pas une humiliation isolée, c'était une routine. Et les routines, quand elles se prolongent, érodent même les plus résistants. Pour les sénateurs, supporter le déshonneur avait une logique. Ils avaient des familles à protéger, des patrimoines à conserver. Ils pouvaient rationaliser le silence. Pour un soldat, l'équation était différente. Chaerea vivait chaque jour avec une épée au côté et avec le souvenir de ce que signifiait l'honneur dans un monde qui ne le reconnaissait plus. Caligula crut que cette discipline pouvait aussi être brisée par le sarcasme. Il se trompa. Le moment arriva sans annonce. Ce ne fut pas une scène publique ni un acte cérémoniel. Ce fut un couloir étroit, souterrain, loin de la foule. Un espace où le pouvoir, pour la première fois, n'était pas protégé par la distance ni par la théâtralité. L'empereur avançait confiant, sûr que rien ne pouvait l'atteindre. L'habitude du pouvoir absolu crée une dangereuse illusion, celle de l'invulnérabilité. Ce qui se passa ensuite fut rapide, chaotique, inévitable. Les sources s'accordent sur un point essentiel. Il n'y eut pas de négociation. Il n'y eut pas de véritable avertissement. Des années de peur, d'humiliation accumulée, de silence forcé, se concentrèrent en un instant. Le système qui avait fonctionné avec précision pendant 4 ans s'arrêta brusquement, non par justice ni par rébellion populaire, mais par une rupture interne. La fin de Caligula ne fut pas un acte de libération pour Rome. Ce fut un accident du mécanisme même qu'il avait créé, une erreur de calcul. En poussant trop loin quelqu'un qui n'avait rien à perdre, l'empereur activa la seule force qu'il n'avait pas prévue, la décision de quelqu'un qui ne craignait plus les conséquences. Quand tout fut terminé, le silence revint, non pas comme un soulagement, mais comme un vide. Le pouvoir changea de main, mais les questions restèrent en suspens dans l'air. Que faire de ce qui avait été vu? Comment refermer une blessure qui compromettait trop de monde? La machine avait perdu son créateur, mais ses effets étaient toujours présents, attendant une réponse que personne n'était prêt à donner. Avec la chute de Caligula, Rome ne s'éveilla pas à une vérité libératrice. Elle s'éveilla à un problème impossible. Le nouvel empereur, Claude, hérita d'un empire qui préférait oublier plutôt que comprendre. Car reconnaître ce qui s'était passé signifiait quelque chose de plus dangereux que la honte. Cela signifiait la responsabilité. Et la responsabilité, quand elle est répartie entre trop de monde, menace de tout détruire. Que faire des jeunes filles qui restaient encore dans le jardin de Vénus? Si l'on parlait d'elles, les familles exigeraient des réponses. Les sénateurs seraient exposés. Les fonctionnaires qui avaient exécuté les ordres seraient stigmatisés. Le système entier, soigneusement construit sur la négation collective, s'effondrerait. Claude choisit donc le chemin que Rome connaissait le mieux. Le silence. Les jeunes femmes furent renvoyées chez elles sans explication publique, avec des cadeaux, de l'or, des tissus, des bijoux. Non pas comme réparation, mais comme paiement. Un accord tacite, la richesse en échange de l'oubli. Beaucoup de familles acceptèrent, non pas parce qu'elles croyaient que cela effacerait ce qui s'était passé, mais parce qu'elles ne voyaient pas d'autre issue. Dans une société où l'honneur définissait l'avenir, le silence semblait la seule forme de survie. Mais la mémoire ne fonctionne pas comme les registres officiels. Elle ne disparaît pas quand on lui ordonne de se taire. Les femmes revinrent marquées par une expérience qui ne pouvait être racontée sans conséquence. Certaines évitèrent tout contact humain pour le reste de leur vie. D'autres sursautaient au moindre pas nocturne. Beaucoup ne parvenaient pas à dormir sans une lumière allumée. Les corps rentrèrent chez eux, les esprits pas toujours. Des décennies plus tard, le médecin grec Galien décrirait des symptômes étranges chez des femmes ayant vécu de longues périodes de captivité. Perte de la parole, refus de la nourriture, un regard éteint qui ne réagissait pas au monde. Il ne mentionna pas le jardin de Vénus. Peut-être ne le savait-il pas, peut-être que oui, et il ne put le dire.
Mais les descriptions coïncident trop pour être fortuites. De ce qui s'était passé ne restèrent que des fragments, des témoignages transmis à voix basse, des confessions tardives faites sur des lits de mort, des textes copiés et recopiés par des mains qui ne comprenaient pas entièrement ce qu'elles préservaient. De nombreux documents furent détruits par ordre impérial. Les registres du système, les tablettes, les listes brûlèrent. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est guère que ce qui a survécu au feu et à la peur. Le jardin de Vénus n'existe plus. Il est enfoui sous des couches de pierre et de temps. Parfois, les archéologues trouvent des vestiges, une mosaïque, un flacon de parfum, des indices d'un lieu qui se voulait beau. Mais les chambres où tant de volontés furent brisées ont été effacées. Rome a voulu oublier, et en grande partie, elle y est parvenue. Cependant, tout ne peut pas être éliminé. Les structures physiques disparaissent, les archives brûlent, les noms se perdent. Mais ce qui s'inscrit dans la mémoire humaine persiste. La jeune fille du début de cette histoire, celle qui fut conduite hors de la chambre de l'empereur, a existé. Nous ne connaissons pas son nom. L'histoire ne l'a pas jugé important. Elle fut une annotation sur une tablette, un numéro au sein d'un système efficace. Mais elle fut réelle. Elle eut une vie avant que quelqu'un ne décide de la transformer en inventaire. C'est le véritable héritage de cette histoire. Non seulement la cruauté d'un empereur, mais la facilité avec laquelle une société entière accepta un mécanisme qui déshumanisait en silence. Les fonctionnaires obéissaient, les gardes accomplissaient leurs devoirs, les sénateurs protégeaient leur famille, les parents acceptaient un honneur dangereux. Tous avaient une raison. Et la machine continua de fonctionner. Ce n'est pas la morale qui l'a arrêtée, ce n'est pas la justice. Ce fut un accident, une faille inattendue, un individu qui cessa de supporter. Et cela devrait nous inquiéter plus que n'importe quel détail perdu du passé. Car les systèmes de cruauté ne s'effondrent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils s'effondrent quand quelqu'un, par hasard ou par épuisement, rompt l'équilibre. C'est pourquoi ces histoires sont importantes. Non pas parce qu'elles appartiennent à un monde lointain, mais parce qu'elles révèlent des schémas qui se répètent. Les noms changent, les décors changent, mais la structure demeure. Et tant que le silence continuera de sembler plus sûr que la vérité, la machine sera toujours prête à redémarrer.